bien, bonjour à toutes et à tous, bon matin. Merci de nous avoir rejoints dans cette journée un petit peu spéciale. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une session qu'on a intitulée Ces matières qui nous traversent, faire dialoguer les métabolismes entre corps et territoire. Donc, on va partir de cette notion de métabolisme et on va circuler d'un univers à l'autre entre l'anthropologie avec Alix Levin, qui est chercheur au CNRS, au laboratoire Amur à l'Université de Brest, et donc qui est resté là-bas parce que c'est une journée un peu spéciale. Enfin, voilà, un mouvement social, heureusement, n'est pas sans conséquences. Mais merci de nous avoir rejoints virtuellement. Et Jérôme Santolini, qui est biochimiste, mais avec une pratique de plus en plus poussée en philosophie des sciences, on va dire. Voilà, ils se présenteront chacun plus en détail. Et moi-même, qui suis avec une première formation en biologie et puis une seconde vie scientifique en anthropologie environnementale, qui fait un peu le pont entre ces deux univers finalement, et voilà, qui va introduire et animer la séance. Donc, le thème qu'on se propose d'aborder avec vous, c'est celui du métabolisme. On en a déjà beaucoup parlé hier, en, en essayant de travailler sur la question de la diversité des mises en récit de cette question métabolique. On va repartir de la définition, pour commencer, donc avec une notion qui vient de la biologie, de la physiologie, donc c'est un physiologiste allemand, on a retrouvé cela tout à l'heure grâce à Jérôme, Schwann, qui a théorisé ça au XIXe siècle et qui l'a défini comme l'ensemble des transformations qui ont lieu au sein des organismes vivants, donc transformation anabolique, plutôt de construction, transformation catabolique, plutôt de destruction, et donc c'est toujours cette définition-là qu'on a en biologie aujourd'hui. Ce qui nous intéresse ici, c'est que cette notion elle a été transposée plutôt au mi-temps du XXe siècle aux sociétés humaines. Alors, via un écologue, un des fondateurs de l'écologie en tant que discipline biologique. L'écologie, de ce point de vue-là, c'est la discipline qui s'intéresse aux interactions entre les êtres vivants et leur milieu. Mais Odoum, donc, un biologiste, un écologue, a transposé cette notion de métabolisme aux villes en faisant une analogie entre les villes et des organismes vivants, en regardant ces villes un peu comme des organismes vivants qui importent de la matière et de l'énergie, qui transforment et qui détruisent aussi et qui évacuent un certain nombre de... Voilà, cette notion de métabolisme, elle irrigue la discipline de l'écologie territoriale, dont on a vu des travaux hier avec Fabien Sully, avec Josette également. Et là, voilà, donc on peut citer également les travaux de Sabine Barle qui ont beaucoup irrigué le travail du programme en CAPI concernant l'analyse des flux de matière et d'énergie qui traversent les territoires, qui traversent en particulier les villes, la façon dont ils sont organisés. Et en écologie territoriale, hein, il y a un travail assez important qui est de quantifier ces flux, on a vu, donc de faire des bilans quantitatifs de matière. Mais ce à quoi on voudrait s'intéresser aujourd'hui, c'est à la diversité des façons de mettre en récit finalement ces transformations. Les bilans quantitatifs de matière, d'azote par exemple, ou de phosphore, c'est une manière de mettre en récit le métabolisme, mais il en existe d'autres. Et voilà, c'est à ça qu'on veut s'intéresser. Donc il y a l'activité de compter, mais il y a aussi l'activité de compter, c'est-à-dire de raconter finalement. C'est plutôt là qu'on se situe aujourd'hui, entre corps, au sens organisme vivant, et territoire, au sens de ces espaces qui sont appropriés par des sociétés humaines qui les transforment et qui se les disputent également. Alors je vais commencer par une petite comptine, hein, et puis après je laisserai la parole à Alix pour une première présentation. Suite à quoi vous pourrez poser des questions de compréhension, puis Jérôme prendra la suite, idem, et ensuite on pourra discuter, se poser des questions les uns aux autres ou procéder à d'autres récits si vous en avez envie. Alors, cette comptine que je voulais partager, donc elle parle de la sphère domestique. Cette sphère domestique, c'est un peu l'unité minimale pour ce qui est des sociétés humaines où la matière et l'énergie se transforment, où on échange tout un tas de choses. Mais cette sphère, ça n'est pas un coffre-fort hein, qui est fermé sur lui-même, ça n'est pas non plus un dôme géodésique, c'est plutôt un lieu où les liens de commensalité, manger ensemble, les circulations nourricières, mais aussi tout ce qui concerne les déchets, ces circulations se font plus denses. Et donc, il est intéressant, et j'invite chacun et chacune d'entre vous à le faire en rentrant chez vous, d'essayer de dessiner cette forme de vie collective
d'essayer de la penser et de la raconter comme un maillon élémentaire du territoire. Le territoire, ici, étant ramené à l'échelle domestique, au sens d'un milieu ténu peut-être, mais branché sur des circulations beaucoup plus vastes, hein, et qui est partagé entre plusieurs espèces, entre des humains, mais aussi d'autres vivants qui forment ensemble finalement des îles. Par exemple, chez moi, le bébé mange du lait en poudre, fabriqué à l'aide de lait de vache, mais aussi d'huile de poisson, d'huile de palme éventuellement, et de tout un tas de minéraux. Le chat mange des croquettes qui viennent donc des résidus de l'industrie agroalimentaire, des abattoirs en particulier. Il tue aussi des souris et des oiseaux, mais la plupart du temps sans les manger. Il me les offre en espérant peut-être que moi, je vais les manger. En général, je ne les mange pas, mais parfois, je les donne à manger à mes poules. Et les poules mangent aussi du grain qui vient d'un moulin situé près d'une rivière, près de chez moi. Avant ça, bien sûr, dans divers champs, donc tout cela a été mélangé. Les poules mangent aussi des croûtes de fromage, des restes de compote de pommes et tout un tas de choses. Ce que les poules ne mangent pas, les épluchures en particulier, vont dans le composteur, où elles sont digérées par des vers, des cloportes, des bactéries, des scolopendres. Parfois, des rats s'invitent dans le composteur et partagent le repas des vers, ou mangent des vers. Le chat, parfois, attrape l'un de ces rats et me les offre pour que je mange. Mais je ne les mange pas, je les jette à la poubelle, je ne les donne pas aux poules parce que les rats peuvent potentiellement être empoisonnés par les voisins. Il y a aussi les courgettes, les fraises et les pommiers qui mangent les minéraux qui se trouvent dans le sol. Certains de ces minéraux viennent de nos organismes lorsque nous faisons pipi dans le jardin ou lorsque nous y étendons le compost de nos toilettes sèches, bien sûr. Il y a aussi le merle qui mange les cassis avant qu'ils ne soient mûrs, ce qui fait que nous ne pouvons pas les manger. Il y a le moineau qui partage les grains des poules, le rouge-queue qui fait son nid sous le balcon, qui mange, je crois, des insectes, mais je ne sais pas bien ce qu'il mange. Il y a la chouette effraie qui fait son nid sous le grenier, qui mange la plupart du temps des rongeurs. On trouve des périodes de réjection dans le jardin, des secs, beaucoup de musaraignes cette année. Je ne sais pas si elle les trouve dans le jardin parce qu'il y a le chat qui a déjà prélevé son ponton, mais peut-être dans le jardin du voisin. Il y a la souris qui dort dans un tiroir et mange des noix et des pommes qu'on retrouve l'année suivante moisies. Il y a les mouches qui mangent mes peaux mortes et des miettes qu'on a laissées sur la table, des restes de confiture. Et il y a aussi les araignées qui mangent les mouches, dont on les remercie, sauf qu'il y a du jus de mouche qui coule par terre et ça fait plein de petites mouches tues au coin des fenêtres. Et donc, au bout d'un moment, eh bien, l'aspirateur mange les araignées. C'était une mise en bouche. Donc maintenant, je vais donner la parole à Alix. Je vais te laisser te présenter et puis dérouler ton propos, donc, qui s'intitule Vestiges et vertiges, les villes azotées en Bretagne. Bien, bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Vous pouvez me faire signe si c'est le cas depuis le public. Ouais, c'est bon? Génial, merci. Désolée de ne pas être avec vous aujourd'hui et désolée aussi de ne pas avoir pu suivre vos échanges qui ont commencé hier, je crois. Vous m'entendez? Oui, oui. Vous entendez bien? Ah ben, c'est parfait. Si vous vous entendez, c'est parfait. Okay. Très bien. Donc, voilà, moi je vous parle depuis le Finistère où je suis coincée du fait des grèves. Je suis en grève moi-même, mais jamais j'aurais manqué ce moment de partage avec vous. Voilà, donc Marine l'a dit rapidement. Donc moi je suis anthropologue, je travaille au CNRS et je suis basée donc à Brest et depuis une quinzaine d'années, je travaille sur les pollutions diffuses d'origine agricole et vous allez vite comprendre le lien avec la séance de ce matin et avec la petite comptine de Marine. Les pollutions diffuses d'origine agricole en Bretagne nous amènent assez vite vers l'azote et le phosphore. Et donc, c'est ce dont j'ai prévu de vous parler aujourd'hui dans ma présentation, qui est forcément un petit peu fragmentaire et puis volontairement accessible, mais on pourra rediscuter de certains aspects avec vous dans la discussion qui suivra. Donc, dans sa présentation introductive, Marine a plutôt insisté sur ce qui peut se produire et ce qui peut se penser à l'échelle de relations nourricières domestiques.
Pour ma part, de là où je parle, c'est plutôt depuis une échelle intermédiaire pour une anthropologue, un peu méso, et on va dire l'échelle régionale. Et puis depuis aussi une compréhension qui est forcément partielle et limitée, puisque ben, mon engagement en tant que chercheuse en sciences sociales fait que je pratique surtout des enquêtes qualitatives et que j'essaye à partir de ça de me livrer à quelques interprétations. Alors, évidemment, ce positionnement scientifique, il est un peu tempéré par le fait que depuis 15 ans, je travaille pas mal avec des agronomes et des hydrologues qui ont eux aussi un intérêt pour les pollutions diffuses d'origine agricole. Intérêt qui est boosté par leur implantation régionale. Donc, on est bien sur une forme de recherche située, puisqu'on travaille dans une région où, on va dire, la problématisation du devenir des urines et des déjections, elle est très intense et permanente. Alors, ça fait longtemps, hein, ça fait, on va dire une bonne trentaine d'années, et même on pourrait dire que cette question du devenir des déjections, c'est l'un des fronts de critique écologique les plus virulents dans notre région, ce qui est sans doute une spécificité. C'est par là que viennent les questions écologiques dans le débat public à titre principal, même si on pourra rediscuter à la toute fin de ce qui se passe présentement sur les 5-6 dernières années. Alors, si je le dis autrement, je dirais que c'est une région où on parle d'azote au-delà des cercles experts, au-delà des cercles professionnels agricoles, au-delà des cercles militants, et où l'azote qui est dit, c'est principalement un azote réactif, donc ion nitrate, rendu célèbre par son identification comme un contaminant des eaux de surface. Alors cette vie publique, elle n'est pas, bien sûr exclusive d'autres formes de présence de l'azote plus discrètes, j'allais dire un peu évidemment, parce que, pour beaucoup de gens qui ont grandi, vécu en milieu rural depuis la dernière guerre, ben, l'abondance de la fourniture industrielle d'azote assimilable par les plantes, elle marque l'entrée accélérée dans la modernité, dans les zones agricoles les plus prospères, c'est-à-dire en Bretagne, celles dans lesquelles les légumes primeurs destinés à l'exportation vont se développer et rendre possible, dans les années 60, 70, 80, des investissements dans des ateliers d'élevage hors sol. On crée l'argent qui permet de construire des ateliers hors sol. Et donc, on appelle ça ici un peu, c'est un point de repère entre Finistériens, Costarmoricains, la poignée d'amour par chou-fleur. La poignée d'amour par chou-fleur, c'est l'un des principaux marqueurs qui signale dans les témoignages la rupture métabolique qui va s'opérer à l'échelle régionale, mais depuis les régions littorales, avec un retrait progressif des amendements marins qui étaient utilisés pour la fertilisation des terres, et puis un changement d'échelle. Un changement d'échelle qui est à la fois un changement d'échelle des organisations qui supportent la production et la mise en circulation des produits, mais aussi des interdépendances à l'échelle internationale plus largement. Alors, souvent, ça peut se repérer pour les gens qui arpentent la campagne par des feuillages bien bleus, des feuillages de chou-fleur, de brocoli bien bleus, et puis de raies gras, donc les prairies qui sont très présentes ici. Mais c'est pas par là que vient depuis les années 70 directement la construction de la fertilisation azotée en problème public en Bretagne. C'est ce qu'on pourrait appeler, je l'ai fait là dans le titre de ma présentation, c'est plutôt le vertige de l'élevage. Et c'est ce vertige-là, pour en découvrir un peu l'épaisseur et l'intensité, je vous invite à visionner un film qui a été produit à la fin des années 70, je crois que c'est en 1979, qui a été réalisé par un réalisateur assez original qui s'appelle Jean-Louis Le Tacon. Et qui a réalisé un film qui s'appelle Cochon qui s'en dédie, dans lequel il suit la quête un peu hallucinée d'un éleveur qui s'appelle Maxime et qui décide de s'installer sans terre dans un élevage hors sol de porcs et qui se retrouve
pris dans une espèce de proximité avec ces animaux et de quête de temps libre, de temps de cerveau disponible, dirait l'autre, à laquelle il n'accède jamais. Élevage qui finira par s'effondrer quelques années ensuite. Donc pour moi, c'est ce vertige de l'élevage qui constitue un peu la matrice de cette problématisation un peu à large échelle qui est caractéristique de la Bretagne. Alors récemment, il y a eu une thèse en anthropologie soutenue par un anthropologue paysan qui s'appelle Jules Hermelin, et lui, il a appelé ça la fuite en avant du troupeau humain bovin. Alors lui, il enquête à la fin des années 2010 et peut-être à un moment qui est un peu le paroxysme de ce que Jean-Louis Le Tacon décrit dans son film. Là, on est chez les éleveurs laitiers et c'est la fin des quotas laitiers qui conduit un certain nombre, une majorité de fermes de taille encore familiale, de fermes laitières, à agrandir leurs troupeaux, suscitant chez les éleveurs une forme de submersion dans laquelle leurs affects sont mis à l'épreuve, mais aussi leur capacité en termes d'énergie, de temps de travail, à gérer l'unité familiale dont ils ont la responsabilité. Et donc, cette submersion animale, elle transforme la condition humaine du travail en élevage, mais aussi les conditions politiques du travail avec les animaux d'élevage. Donc je vais y revenir un petit peu. Ce vertige de l'élevage, il y a ceux qui le vivent au premier chef, évidemment, les éleveurs et leurs familles. Et puis, il y a des modes d'apparition dans l'espace public qui comptent vraiment parce que la Bretagne, même bien qu'elle soit encore une région plus agricole qu'ailleurs, plus rurale qu'ailleurs, en fait, elle a connu des évolutions sur le plan agricole extrêmement rapides et extrêmement profondes et qui font qu'il y a une forme de césure avec la professionnalisation, avec la spécialisation des exploitations, une forme de césure avec la population dans son ensemble du monde proprement de la production agricole. Et qui fait que les gens sont à la fois extrêmement attachés à l'histoire rurale et agricole du territoire et en même temps souvent un peu démunis dans la compréhension de toutes ces transformations qui ont eu lieu. Et donc, leur concernement, il passe par un certain nombre de médiations qui sont nombreuses pour construire finalement cette compréhension de ce qui se passe et dont ils ne peuvent pas se détacher complètement. Donc, je le disais, le problème autour duquel ces médiations se construisent depuis les années 90, c'est ce qu'on désigne en général comme le problème des effluents d'élevage. Et de façon plus technique ou plus critique, la question du lisier. Le problème du lisier, lisier de poule, lisier de porc. C'est pas rare d'entendre ici ou de lire ou de voir illustré dans le monde militant, mais bien au-delà aussi, chez les organisations syndicales, dans les partis de gauche, je dirais la gauche non gouvernementale, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, ou dans la presse quotidienne régionale, l'idée que la région, j'ouvre des guillemets, gère la merde. C'est une région qui s'est spécialisée dans la gestion de la merde, voire est enfouie sous la merde, avec tout ce que ça peut véhiculer comme émotion politique et comme souvenirs intimes qui sont parfois violents. Un sentiment de perte de prise, de contrôle, de submersion par les déjections. Dit autrement, j'ai souvent eu l'impression au cours de mes années d'enquête qu'il y avait une révolte intime associée au traitement de ces questions, qui était au fond assez partagée, même si les paroles ne se rencontrent pas et parfois s'opposent, et qui était la suivante, cette révolte: le porc pisse et chie, et les humains ramassent. Cela donne lieu à la possibilité d'une mise en cause sur différents registres. Ils acceptent de ramasser, ou ils ramassent pas assez, ou ils n'aident pas à ramasser. Mais quitte à ce que ce porc fictif, qui est constitué un petit peu en figure un peu méta, un peu monstrueuse, incarne
une forme d'emprise du capitalisme agricole et des flux mondialisés sur un territoire finalement dérisoire dans sa superficie, dans ses ressources, qu'est le territoire breton. Et c'est ça qui me permet à moi d'appréhender cette région un peu comme un terrain pour avancer sur un questionnement un peu plus large qui est comment se construit socialement et de façon située la question de la limite et la question de l'insoutenabilité. Et puis en particulier, quelles entités vont émerger ou disparaître dans ce processus réflexif et quelles échelles sociales de temps, d'espace vont être convoquées dans ces processus. Alors on a affaire à une abondance pour rejoindre le propos de ce moment qui nous réunit. On a plein de récits métaboliques un peu sauvages qui se déploient dans différents mondes sociaux, qui tentent d'appréhender la dimension métabolique de ce problème agricole-là. Il y a des études très techniques, agronomiques, d'écologie territoriale. Marine en a fait la mention, d'agronomie. Je pense aux travaux de Souhil Archaoui qui montrent que finalement, il est légitime d'appréhender le métabolisme territorial en Bretagne à partir de la présence animale, du fait du nombre d'animaux présents sur le territoire, mais aussi des flux entrants d'aliments, par exemple, et sortant dans les écosystèmes qu'il génère. Et sur cette trame-là, on a des récits extrêmement contrastés, des variations infinies que je ne peux pas évidemment toutes développer ce matin, euh, mais, euh, mais qui peuvent avoir, dont on peut expliquer les variations importantes par le fait que les signes extérieurs, perceptibles, visibles de ce métabolisme ne sont pas si nombreux et pas si directement accessibles. Bah, d'abord, les animaux. Les animaux, on les voit beaucoup voyager dans des camions. On repère le long de la voie express des usines agroalimentaires, euh, plus rarement et de façon beaucoup plus cachée des unités de production et de stockage d'engrais azotés qui emploient du monde. Mais les élevages, ils sont très très dispersés dans les campagnes. Ils sont pas d'une taille immense. C'est plutôt plein d'unités familiales réparties partout sur le territoire. Et finalement, de façon très locale, c'est plutôt la critique des odeurs associées à l'épandage qui permet finalement de faire exister ces questions-là, qui font l'objet de nombreux conflits locaux plus ou moins explicites. Donc sur un mode assez classique, finalement, on retrouve ces questions des nouvelles formes de ruralité où cohabitent dans l'espace rural des activités productives qui produisent un certain nombre de nuisances qui font l'objet finalement de conflits locaux avec les autres ruraux. Et ça va émailler l'histoire du territoire de façon très dispersée et alimenter une forme de conflictualité depuis les années 90 à peu près. Et c'est ce qui fait, c'est notamment par ce biais que la performance individuelle d'insertion dans le territoire, qu'elle soit indolore, finalement, c'est l'un des critères d'évaluation du bon agriculteur en Bretagne. Et c'est ce qui fait qu'il va être plus ou moins soutenu par ses voisins, par les élus locaux, lors des conflits qui ne manquent pas d'émailler les projets d'extension d'élevage, de régularisation ou de transformation des ateliers. Et donc, finalement, au-delà de cela, l'autre signe principal, et c'est ce qui va un peu structurer les choses, au moins jusqu'aux années 2010, c'est l'eau. C'est l'eau, non pas parce que la pollution de l'eau par les nitrates d'origine agricole est particulièrement et directement visible à l'échelle régionale, mais parce que l'eau a des porte-paroles. Et ces porte-paroles sont évidemment des associations environnementalistes, mais pas que. Et il se trouve que, notamment, je vais y revenir,
la circulation de l'eau en Bretagne, pour différentes raisons géophysiques, est une circulation assez rapide et que notamment l'eau destinée à la consommation humaine est principalement captée parmi les eaux de surface et non pas les eaux profondes. Alors, dans la modernité agricole telle qu'elle s'est construite dans une région d'élevage comme celle-ci, le raffinement et la domestication du métabolisme agricole productiviste sont importantes. Ça passe par un degré d'infrastructuration qu'il est un peu difficile de mesurer parce qu'il est en permanence débordé sur le plan matériel. Donc, il y a plein de nouvelles infrastructures pour gérer les flux d'azote en permanence, qui sont des infrastructures type usine, station de traitement, etc. Mais aussi qui sont des discours structurants qui permettent d'une certaine façon de rendre acceptable, tolérable ce métabolisme. Discours qui sont rendus nécessaires par le débordement permanent des infrastructures. Alors, évidemment, cette infrastructuration, elle a des supports juridiques et notamment la directive nitrate et le classement de la région en zone vulnérable depuis les années 90, qui donne lieu à la mise en place de dispositifs très négociés d'infrastructures de stockage des effluents d'élevage, de réglementation des épandages et d'intégration des matières dans les systèmes de production. Et ces dispositifs, ils s'accompagnent de mesures, de dispositifs de mesure extrêmement élaborés, qui sont eux aussi des dispositifs négociés. On négocie le métabolisme la métrologie du métabolisme des animaux d'élevage. On évalue conventionnellement la production moyenne de déjection par unité animale. On fixe des plafonds d'épandage, c'est-à-dire de façon conventionnelle également ce que peut supporter la terre et dans quelles conditions, avec une séparation qui perdurait jusqu'à une période très récente entre le minéral et l'organique. Et puis, on a aussi de façon plus individuelle, à l'échelle des exploitations, un effort de prévision et d'enregistrement des pratiques et en particulier des déclarations annuelles de flux d'azote qui génèrent une paperasse assez infinie. Et puis, plus récemment, de la mesure de reliquat azoté dans les sols, dans les parcelles, qui sont accompagnés de menaces très peu souvent suivies d'effets, mais qui, sur le plan symbolique, ont une existence très très forte dans le monde agricole, des menaces de contrôle qui colorent assez irrémédiablement ici l'écologisation de l'agriculture d'une dimension administrative, fictionnelle et répressive. Enfin, on a une espèce de focale permanente sur où en sont les concentrations de nitrates dans les cours d'eau, avec l'idée de dire que finalement, en fonction de leur évolution, on va pouvoir ou non lâcher la grappe aux agriculteurs. Alors, il se trouve que depuis de toute la première période que je décris là, c'est-à-dire entre les années 1990 et les années 2010, on observait une baisse régulière de ces concentrations, et ce qui permettait de dire les efforts payent, il faut continuer un petit peu, ça va s'arrêter. Et puis depuis les années 2010, on est plutôt face à une forme de palier qui montre que dans le système dans lequel les agriculteurs sont inscrits aujourd'hui, on ne peut plus améliorer la situation environnementale. Donc voilà, donc autour de cette situation que je vous décris à gros traits, moi j'ai travaillé en l'observant depuis les marées vertes en Bretagne, qui sont cette espèce de débordement structurel aux exutoires des cours d'eau qui rendent visibles, parce que les algues vertes qui font ces proliférations sont nitrophiles, qui rendent visible l'abondance de sels nutritifs et qui forment ce que j'appelle parfois un peu rapidement des prairies en mer, des cultures non désirées qui viennent d'une certaine façon euh, éclairer plus largement le métabolisme régional.
Et avec les marées vertes, eh ben, d'une certaine façon, le caractère dérisoire de ces dispositifs apparaît au grand jour dans une pluralité de mondes sociaux dont le concernement et la connaissance des questions écologiques peut être assez variable, sans que ce dévoilement qui pourrait paraître de nature à transformer les choses fondamentalement ait des effets politiques et économiques majeurs. En revanche, il a un effet, c'est qu'il participe grandement à l'émergence de ce qu'on pourrait appeler des contre-récits métaboliques du territoire, toujours un peu tâtonnants. Et finalement, depuis une période assez récente, je ne sais pas si parmi vous, certains ou certaines ont lu la bande dessinée d'Inès Léraud sur les marées vertes. Il y en a qui ont lu ça? Ah ouais, quand même. Ben voilà, ben typiquement, on a ce type de récit qui peut émerger depuis les années 2010, qui émergeait beaucoup moins avant. Et ces récits, moi, je dirais qu'ils tentent de mettre en relation finalement les limites ou les excès de demandes formulées vis-à-vis de l'assimilation animale, les limites de la capacité de charge territoriale et puis les limites de l'intégrité professionnelle et humaine et de les agencer au sein d'une compréhension un petit peu renouvelée de l'histoire du territoire. Alors, il y a des résistances à la construction de ces récits métaboliques qui sont rendus très visibles lorsqu'on regarde la situation depuis les marées vertes. Du côté des agriculteurs, je vous livre quelques éléments de ces récits très rapidement. D'abord, il y a une mise en avant assez systématique des apports humains pour contrebalancer la lecture par les apports des animaux d'élevage qui vont réactiver assez largement l'opposition ville-campagne avec une présentation de la ville comme gigantesque élevage hors sol, ou alors qui vont questionner ces discours agricoles plutôt la fonctionnalité et le dimensionnement des infrastructures d'assainissement, donc le fonctionnement des stations d'épuration, le raccordement et la conformité des assainissements non collectifs, les infrastructures des campings et des hébergements touristiques qui sont proches des côtes. Et puis, dans une moindre mesure, ils vont mettre en avant finalement leur expertise sur les propriétés de la matière pour mettre plutôt en avant la qualité de la gestion et des matières fécales issues de leurs propres élevages, la maîtrise qui est associée à la différence des vaches qui, elles, vont euh, euh, déféquer un petit peu partout sans possibilité de contrôle et des boues d'épuration dont la composition est toujours incertaine. L'investissement dans ces contre-récits, c'est aussi la construction de récits de réussite industrielle et notamment la contribution très volontaire de beaucoup d'agriculteurs à l'intégration dans une forme d'économie supposément vertueuse et circulaire des algues vertes, donc l'internalisation des algues vertes dans le métabolisme des exploitations par différents moyens techniques, méthanisation, mais aussi épandage. Et puis dans d'autres cas, beaucoup plus politiquement épais, l'idée de mettre à disposition les infrastructures de traitement des effluents d'élevage, les mettre à disposition des villes et des villages pour que les effluents humains soient traités dans les exploitations agricoles, cas qui est rendu possible dans certaines petites communes rurales par la très grande taille de certains élevages et des infrastructures de traitement associées. Et puis enfin, du côté de ces résistances à ces contre-récits, on a une actualisation que moi j'identifie un peu comme assez permanente des antagonismes sociaux, euh, en mettant en évidence le caractère à la fois techniquement peu pertinent, individuellement peu recommandable des comportements, soit de l'administration, soit du monde non agricole. Et ces antagonismes sociaux réactivés par ces relations conflictuelles avec l'administration, les voisins, les associations environnementalistes ou les journalistes d'investigation, elles sont très, très bien décrites, ces réactivations, par des auteurs comme Blandine Ménel ou Léo Magnien dans leurs travaux. Et finalement, ça se traduit par une très très forte résistance sur le front de la relabellisation à l'aune des algues vertes des pratiques agricoles qui est caractéristique de ces 15 dernières années. Donc voilà
Actuellement, peut-être pour terminer sur une enquête en cours, on mène avec une équipe de recherche au sein d'un projet de recherche qui s'appelle Greenseed, un travail avec les associations et collectifs qui ont contribué aux luttes contre les marées vertes depuis les années 80. Et ce travail, il nous permet de mettre en évidence une chose, c'est que fondamentalement, si aujourd'hui les algues vertes structurent à la fois leurs possibilités de mobilisation, leurs récits et leur audience, au fond, elles sont apparues très récemment dans leur activité militante, qui était auparavant structurée par d'autres récits azotés. Le premier récit était plutôt centré sur les atteintes au milieu aquatique et à la biodiversité des rivières, dans lesquelles l'eutrophisation était classiquement abordée comme un problème de santé des cours d'eau. Ensuite est venu un cadrage par la potabilité, je le disais tout à l'heure, essayer de toucher plutôt le public par les problèmes d'accès à une eau potable de qualité. Et finalement, les algues vertes ont joué ce rôle que la potabilité ou la biodiversité n'arrivait pas à gérer en termes d'alerte, notamment parce qu'elles touchaient les corps. La volonté que c'est dans ton cas maintenant, et puis c'est possibilité. Après, il n'y a pas de règle. Il y a un micro qui est ouvert. Ouais. Pardon. Voilà. Et donc, du coup, finalement, tant le tourisme que finalement les atteintes que relate Inès Leroux dans sa BD et dans ses enquêtes, c'est-à-dire le danger sanitaire associé aux marées vertes, elle mettait en scène des corps vulnérables, des corps sains, à la recherche de la nature et du ressourcement que procure la baignade et qui sont exposés. Et donc, les algues vertes ont rendu les nitrates visibles pour un temps qui me questionne aujourd'hui, qui peut être le temps où ces nitrates étaient rendus visibles par les algues vertes tend à s'estomper sans doute par le fait que les algues vertes acquièrent une existence autonome et dans lequel finalement leur liaison avec l'azote est peut-être moins visible dans les mondes sociaux plus larges sur lesquels je travaille aujourd'hui. Et d'où le second terme du titre de ma présentation, j'ai appelé ça vestige, parce que fondamentalement aujourd'hui, il est peut-être possible que les algues vertes fassent écran à la mise en évidence de ce métabolisme territorial qu'elles ont contribué à mettre en lumière. Et puis l'idée aussi devant la crise, les crises répétées qui menacent des élevages familiaux, que finalement ils sont les héritiers d'une histoire qui n'est pas complètement la leur et dont ils payent le prix, qui tente finalement à atténuer la problématisation et la légitimité des politiques publiques de gestion des effluents dont ils sont les destinataires. Donc finalement, aujourd'hui, il est possible que les vies azotées soient moins nombreuses, parce que des récits alternatifs ont pu émerger en s'appuyant sur la problématisation des pollutions azotées, mais que d'autres préoccupations tendent à remplacer, comme les préoccupations qu'on voit beaucoup s'exprimer dans les cahiers de doléances, par exemple, qu'on étudie aujourd'hui à propos des produits phytosanitaires, et puis plus largement, l'idée de construire des alternatives autonomes, autogérées, qui mettent à distance ce système-là comme étant condamné. Voilà, je vous remercie. J'espère qu'on pourra échanger à partir de cela. Je ne vous entends pas. Merci beaucoup, Alix. Et alors, peut-être s'il y a une question de compréhension, vous pouvez la dire au micro, sinon, voilà. On s'est un peu en retard, mais c'est pas grave. Pas de question de compréhension? Oui. Je sais pas pourquoi ça fait écran. Pourquoi les marées vertes, les algues vertes plutôt, font aujourd'hui écran à la problématique liée à l'azote, liée au métabolisme territorial? Si je reformule pas correctement ce que tu disais tout à l'heure. Mais pourquoi les algues vertes font aujourd'hui écran? C'est à moi que tu adresses la question, Marie?
Pardon, parce que je te vois pas du tout, tu vois, du coup, je ne sais pas. Euh, alors, bah, c'est-à-dire que je pourrais le dire, ah, bah, salut. Oui, bah, ce qu'on repère, c'est que finalement, il y a une forme d'autonomisation dans le débat public de la question des algues vertes, comme étant, on va dire, je vais le dire très rapidement, un mal en soi, un mal en elle-même. Et donc le fait d'avoir une focale sur la gestion des marées vertes, leur ramassage, l'exposition aux dangers sanitaires, etc., fait que l'attention des pouvoirs publics en termes de gestion du risque institutionnel, par exemple, se concentre davantage sur la remédiation que sur la prévention, sachant qu'aussi les politiques de prévention tendent à s'épuiser, c'est-à-dire que ni les politiques incitatives, ni les politiques réglementaires ne permettent d'obtenir des transformations majeures pour des raisons qu'on comprend aisément, à savoir que l'influence des politiques publiques sur les pratiques agricoles est évidemment mineure au regard des contraintes structurelles dans lesquelles les producteurs sont pris, du fait de leur haut degré d'intégration dans des filières agroalimentaires. Merci beaucoup, Alix. On va donc donner la parole à Jérôme Saint-Denis maintenant. Bonjour Alix, bonjour à toutes et à tous. Avant de me présenter, je ne sais pas d'ailleurs si je le ferai, je vais vous lire une nouvelle de Santino Calvino qui est tirée de son recueil Les vies invisibles de l'azote et qui s'appelle La rivière cachée. Le Khan me demanda si j'avais vu au cours de mes voyages une cité où l'eau ne coulait pas en surface, selon des places et des maisons, ayant les rives fertiles et les corps, mais était tout entière incorporée par la ville et ses habitants. Je lui répondis, oui, au Grand Khan, j'ai traversé cette ville-là. Là, les fleuves ne serpentent pas en surface, mais plongent et s'enroulent au plus profond des corps. Là, les eaux coulent dans la chair. Elles ne baignent plus les habitants, elles nagent en eux. C'est un territoire que nous connaissons sans le connaître. C'est un paysage secret qu'une rivière traverse, invisible au regard. Elle coule sans cesse, nuit et jour, irriguant des sols vivants dont les rives sont peuplées d'êtres minuscules. Des villages entiers s'accrochent aux berges, prospèrent grâce aux nutriments charriés par le courant. Une multitude se tient là. Invisible à l'œil, des milliers d'espèces transforment ce flot en vie. Dans la lumière tamisée de ce monde clos, chacun a sa place. Certains recyclent, d'autres réparent, d'autres encore protègent. Là, tout est équilibre mouvant. La cité est une communauté vivante et fragile, libre et interdépendante. Chacun maintient l'ordre du paysage. Et voici que la rivière change et se charge. Trop de matière, trop d'azote. Les eaux deviennent lourdes, visqueuses, saturées. La rivière étouffe sous un excès qu'elle ne peut plus absorber. Les rythmes anciens s'effondrent. Le redox, autrefois harmonieux comme une respiration, se dérègle. La rivière s'échoppe, ses berges s'enflamment sous un feu invisible qui déborde au lieu de nourrir. Ce ne sont plus des rives, mais des plaies purulentes où le vivant souffre, gémit et agonise. Alors, dans ce paysage meurtri apparaissent de nouveaux peuples. On les croyait lointains, ou du moins sous contrôle. Les voici qui prolifèrent telles des espèces à la croissance sans limite, venus réclamer un territoire qui n'était pas le leur. Ils s'installent dans le vide laissé par les équilibres détruits, envahissent les interstices, colonisent sans frein le paysage. Comme les cyanobactéries étouffant un lac, comme les algues vertes tremblant une baie, ils croissent, prolifèrent et s'emparent de tout. Ils prennent la forme d'excroissance, ils s'installent et croissent au détriment de tout ce qui était. La rivière n'est désormais plus qu'un champ de bataille, un champ de ruines, un champ de mort. Cette rivière, au grand calme, n'est pas celle que vous croyez. Elle ne coule pas dans une vallée ni entre deux forêts. Elle est en nous. C'est ce territoire secret, intestinus, qui nous traverse et qui nous fait vivre. Les brûlures que vous avez imaginées sont nos inflammations. Les peuplades invasives sont nos cancers. Le trop-plein d'azote qui dérègle la rivière, c'est le trop-plein de matière organique et de viande dont nous festoyons. Cette histoire n'est pas qu'une image. C'est le même excès de matière active qui enflamme nos corps et les eaux de nos pays. Ce n'est pas non plus une métaphore, c'est une même maladie, même saturation qui court à travers le corps, les rivières et la terre. Le Khan resta silencieux, puis il dit: alors la maladie des eaux est aussi la nôtre.
Si les rivières s'asphyxient, le corps s'éteigne. Ce n'est pas seulement la ville qui souffre, c'est l'Empire entier. Et je répondis, oui, Majesté, ce qui brûle les terres, ce qui brûle les terres brûle nos entrailles. Ce qui envahit nos chairs envahit nos rivières. Car nous ne voyageons pas à travers la terre, c'est la terre qui voyage en nous. Donc, je vais essayer de faire un commentaire de cette nouvelle et de développer un petit peu les Santino Calvini. Alors évidemment, ce n'est pas Italo Calvino et ce n'est pas non plus Jérôme Santolini, c'est un mélange entre les deux. Enfin, il y a une petite astuce. Donc dans cette micro-nouvelle, Santino Calvini, il faut peut-être lancer la plate. Oui, donc dans cette micro-nouvelle, Santino Calvini a utilisé, on peut mettre en diaporama, je sais. Ouais. Donc Santino a utilisé un lexique qui brouille la frontière en fait entre les paysages extérieurs, hein, la rivière, les rivières de Marais-Vert, les rivières, et puis les paysages intérieurs, l'intestin, le côlon, le rectum. Et en fait, cette histoire s'appuie sur une idée très simple, c'est que les deux métabolismes, celui du corps et celui de la rivière, sont les mêmes, similaires. Et pour cela, on peut faire des parallèles, par exemple, sur le concept de circulation. Enfin, tous les deux sont traversés par des flux de matière. Sur la question des relations, c'est tout deux relations synthétiques, intestinales d'un côté, de top aquatique de l'autre. Et tous deux fonctionnent sur un équilibre dynamique, c'est-à-dire qu'il y a des entrées, des transformations, des sorties, et tout ça évolue. Et ce que je voulais questionner, ce que Santino voulait questionner à l'intérieur de ces deux métabolismes, c'est la relation à l'azote, organique, et la façon dont l'excès d'azote ou le désordre d'azote les affecte de façon symétrique. Donc l'azote, c'est pour ça qu'on est là, hein, la matière organique, un bruit du vivant, mais on reviendra peut-être un petit peu plus tard, un élément actif. Alice a parlé d'azote actif, donc c'est surtout un élément actif métamorphe instable. L'intestin, donc c'est un système de flux qui relie l'intérieur de l'extérieur, donc qui dépend des populations qui habitent de l'azote en une rupture métabolique. Et la rivière, c'est aussi un système de flux qui relie des différents mondes, les sols, de l'eau, des vivants, des systèmes sociaux, techniques, etc. Et là aussi, trop d'azote, il y a une rupture de ces équilibres écologiques, sociaux, et trop d'azote, ça veut dire quoi? Alors là, je vais peut-être passer très vite, mais donc on est rentré dans le nitrocène. On a parlé des limites planétaires de l'azote qui sont dépassées depuis la ronde. Ce sont des limites qui vont être un petit peu définies au doigt mouillé. Elles évoluent aussi au cours du temps. Mais en tout cas, ça fait pas mal de temps qu'on est en saturation d'azote, en excès d'azote. Ce qui est assez étonnant, pardon. C'est que ça vient d'un problème de crise, de manque, de pénurie à la fin du 19e au début du 20e siècle, auquel Karl Fritz Haber a répondu en trouvant une façon de synthétiser finalement l'impact de façon qui puisse être implémentée industriellement, et Karl Bosch et BASF qui sont mis en place la première usine en 1913. Et depuis, la vanne d'azote réactif est ouverte dans l'atmosphère et on a doublé la quantité d'azote actuellement qu'il y a sur Terre. Je passe vite, mais cette profusion d'azote à l'échelle de la planète a entraîné une dépendance de l'ensemble de nos systèmes, pas simplement agricoles, mais aussi écologiques, sanitaires, industriels, par rapport à un plan. Et on est plutôt pas dans l'ordre de la raison et de la mesure, mais plutôt de la déraison, de l'addiction et de la fuite en avant, parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de couper le robinet à Bosch, d'autant plus impossible que nos capacités de fixation, le nitrofixe, on parlait dans un petit peu d'addiction, est de plus en plus inefficace et réclame de plus en plus d'apport. Et donc,
donc, cette fuite en avant entraîne une transformation de tous nos systèmes humains, mais surtout une rupture de ces systèmes. Alors, je ne rentre pas dans le détail et je ne vais pas non plus nous balader dans le microscope, qui est magnifique, magnifique panneau interactif qu'avec Marine, on a mis en place pour l'exposition à la limite, qui a eu lieu au Lumen, à la limite innover à la mesure du monde. Ce nitroscope, c'est en fait la taille d'un mur avec des petits panneaux en bois qui tournent et qui expliquent le cheminement de l'azote. À droite, vous avez l'usine de Haber-Bosch avec la façon dont on va faire aspirer l'azote de l'air pour le transformer en ammoniac. Et puis après, les différentes vies de l'azote, du moins ces différentes externalités, puisqu'il est insaisissable et qu'il va circuler dans l'ensemble de ces cases. D'ailleurs, il y a des petits raccourcis pour passer d'une case à l'autre, derrière une marelle, pour passer d'un endroit à l'autre. Mais en gros, nous, on va s'attaquer, on parle ici de deux zones en particulier, celle de l'eutrophisation, un petit peu en bas, des poissons qui sont en train de mourir, il me semble, à cause des effluves, justement, de l'utilisation d'azote du sol. Et puis à gauche, vous avez un hôpital où s'entassent de plus en plus de personnes malades de l'azote, que ce soit à cause des cancers chopés par le vocabulaire en mangeant de charcuterie, mais aussi parce qu'ils ont tenté de se suicider avec du nitrique, oxyde d'azote, etc., etc. Et donc, le vocabulaire que j'utilise ici, c'est celui finalement de la biomédecine, de la médecine, parce que cet excès d'azote, c'est une rupture métabolique, d'une certaine manière, on peut le voir comme une pathologie humaine, parce que ça existe, l'hyperazotémie, quand il y a trop d'azote actif dans le sang, et bien, ça fait une intoxication. Ça fait des nausées, des confusions, des comas, peut-être des vertiges, la façon dont on n'a pas de vertige de l'élevage, mais le vertige de l'azote, avec des diagnostics et des pronostics vitaux qui sont engagés. C'est la même chose aux écosystèmes, au niveau planétaire, hein, qu'on a vu, mais on a une accumulation d'azote réactif dans les écosystèmes, avec eutrophisation, zone morte, perte de biodiversité. Et finalement, c'est le même vocabulaire qu'on peut utiliser, qu'on devrait utiliser, de saturation, de rupture, de moulure, d'asphyxie, le vocabulaire qu'utilisait Santino. C'est les proliférations de cancer, aussi à l'échelle moléculaire, on pourrait parler de cancer, de stress invasive. Le stress invasive ne parle pas non plus à Marine. C'est pas comme ça qu'on soit un animal. Je préférerais parler d'inflammation généralisée de nos systèmes, des milieux planétaires, de maladies, d'agonie, de crise, etc. Et donc, d'une certaine manière, alors moi je dis qu'on ne peut plus penser à la santé humaine séparément de la santé des rivières, mais réciproquement. Je pense que vous devriez penser à la santé des rivières et à la santé planétaire en utilisant aussi des registres de la biologie et de la santé humaine. Et donc, par rapport à ça, donc on a une rupture métabolique qu'on pourrait appeler dysbiose dans le corps humain. C'est sur ça que je travaille particulièrement. Donc, on a trop de composés azotés, réactifs. On va se retrouver avec des perturbations qu'on appelle des perturbations redox, stress oxydant, un stress de l'azote. Je suis donc biochimiste et je travaille depuis 20 ans sur cette thématique-là au sein d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire stress oxydant et détoxication. Et donc, on a une perte d'homéostasie, même si c'est des termes peut-être critiquables, avec des profils pathologiques relativement standardisés d'inflammation chronique, de cancer colorectaux, de maladies métaboliques, cardiovasculaires, et qui vont au-delà finalement de la rivière, hein, qui touchent aussi les villes, les champs, tout ce que finalement le sang irrigue. D'ailleurs, si on fait le parallèle, j'ai récupéré des chiffres parce qu'il faut faire des bilans quantitatifs, on m'a dit aussi. Donc j'ai fait un petit bilan quantitatif qui vient un petit peu en contrepoint du récit de Santino, en essayant de comparer la concentration de nitrite ou de nitrate dans le sang par rapport
à celle qu'il y a dans les rivières. Un ordre d'idée. Dans le sang, on a 20 à 40 micromolaires de nitrate. Donc, on n'utilise pas le même langage en biologie que en biologie. Alors, si on convertit, ça fait à peu près 1-2 mg par litre. Ça, c'est à peu près la norme et c'est régulier par l'organisme. Et le nitrite, il y en a encore moins. Le nitrite, on va se trouver à 0,1. Dès qu'il y a un afflux de nitrite, vous mangez du nitrite, le sang évacue très vite. L'évacue, on ne sait pas ce qui le transforme, et c'est très, mais en tout cas, il y a très peu de nitrite dans le sang. Et il y a aussi très peu de nitrate. Donc 1 ou 2 mg par litre, quand vous avez un choc post-prandial, quand vous avez mangé, ça monte à 6-18, mais très vite, ça baisse. Et ce n'est pas évaporé, hein, ce nitrate, il n'est pas juste dans les urines, il va être aussi assimilé, intégré dans les différents tissus, un peu comme on fait pousser aussi des plantes dans les champs. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un ordre d'idée. Il y a beaucoup moins de nitrate dans le sang que dans une rivière. Et il y a une raison pour ça. Voilà. La raison, c'est que trop de nitrite, trop de nitrate, trop d'azote réactif induit une perte d'équilibre, pas simplement trop d'algues vertes, mais une dysbiose, une dysécose, on pourrait dire, parce que l'ensemble des relations qui lient les différents processus métaboliques, le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques et biochimiques à l'intérieur d'un organisme, d'un territoire, et bien ces réactions sont complètement disruptées, pour le coup, par les excès d'azote. Et donc, si on fait une anthropologie, on va dire, métabolique, qui s'appuie justement sur ces questions de flux de relations que les molécules azotées dessinent ou tissent à l'intérieur d'un territoire ou d'un organisme, on voit bien que les humains se sont d'abord appuyés sur une notion de puissance et d'arrogance. On a cru qu'on pouvait maîtriser l'azote réactif, hein, c'est un peu ce que montre le microscope, qu'on pouvait en produire des tonnes pour nourrir, faire des mines, faire des munitions armées, faire des médicaments, etc. Et qu'on pouvait aussi séparer les usages, séparer les matières, et les contrôler, les stocker, les confiner dans des silos et dans des catégories aussi sémantiques ou scientifiques étanches. À ce stade-là, je voudrais dire que le nitrate n'existe pas. Le nitrate, c'est une forme temporaire de l'azote réactif. Avant le nitrate, il y avait un autre oxyde d'azote, ou protéine, ou une façon dont l'azote avait été assimilé, stocké temporairement par les organismes vivants. Mais il pouvait y avoir du nitrite, il pouvait y avoir du LO, il pouvait y avoir des NOx, etc. Et après le nitrate, il y a autre chose. Donc le nitrate, c'est une forme temporaire de cet azote réactif. Et donc, à l'échelle de temps où on peut le regarder, notamment dans un paysage, il n'existe pas. Ce qui existe, c'est un système de flux, de relations, un réseau biochimique qui engage l'ensemble de ces molécules azotées dans une forme d'interaction et de transformation permanente. Et donc, il faut penser l'azote comme un flux, pas comme une matière. Un flux qui ne se laisse pas stocker. Donc, on peut essayer de récupérer les algues vertes. D'ailleurs, j'ai pu comprendre qu'on ne disait plus algues, mais marées. Donc, des marées d'azote. Et donc, ce serait une erreur, en tout cas, une mauvaise relation de penser l'azote comme un objet. À l'inverse, il faut penser l'azote comme une molécule qui relie. Ce n'est pas nécessairement un polluant, un contaminant. C'est une molécule qui va en fait circuler à l'intérieur de différents systèmes biologiques, aussi de différents systèmes techniques, de différentes activités humaines. Une matière commune. Donc c'est un commun, l'azote. Et ce qui est intéressant, c'est que le nitrocène révèle des maladies qui ne sont pas nécessairement liées à l'azote lui-même, mais qui sont les symptômes d'un dysfonctionnement de ces systèmes-là. L'azote ne fait que révéler, d'une certaine manière, des maladies telles que l'arrogance, l'hubris, la puissance, la consommation, l'obsolescence, le capitalisme. Et l'azote est une des formes de ces maladies-là, mais il n'en est pas la cause. Quand vous mangez trop des excès alimentaires
vous avez mal, c'est pas ce que vous avez mangé le problème, c'est ce que vous avez fait le problème. Et donc, ça demande de repenser finalement pas simplement l'azote, la façon de stocker, de faire circuler, de faire vivre, mais profondément, je dirais, la façon dont on crée une relation avec lui, la façon dont il nous traverse, et la façon dont on traverse nous-mêmes ces mondes. Qu'est-ce que je voulais dire dans cette diapositive-là donc, on est revenu donc, à la nitrocèle, qui est une maladie qui traverse différentes dimensions de nos existences, l'intime, les endroits où on habite, soit notre milieu, sphère, et ça demande de repenser du coup la relation aux autres agents, y compris des agents moléculaires, qui sont pour moi aussi des agents vivants, et repenser ces relations dans un système donc, de relations, de flux et de transformation. Et l'autre chose, c'est pas penser que nous habitons la Terre, c'est un peu ce que dit Santino après son voyage, il rapporte sa visite de cette ville invisible de l'Azote. Il dit que nous sommes habités par la Terre. Vous êtes donc pas la Terre, nous sommes habités par la Terre. Donc ça demande un déplacement écologique, politique, qui redéfinit finalement les positions des différents acteurs, et notre position en particulier à l'intérieur d'un milieu. Et pour faire ça, eh bien, il faut raconter des histoires. Je ne suis pas sûr que vous dire qu'il y a 1 milligramme de nitrate dans le sang, ça fasse changer votre vision du monde. Par contre, je pense que l'histoire, elle change un petit peu, elle donne à sentir, elle donne à toucher les rapports qu'il peut y avoir effectivement entre un intestin et une rivière, les rapports qu'on peut avoir avec ceux qui ont colonisé les intestins, ou ceux qui habitent le long de nos rivières. Et ça nous permet de transfigurer la relation qu'on peut avoir avec ces différentes entités. Pour cela, pour moi, il n'y a qu'une seule façon de le faire, ce n'est pas nécessairement en étant le responsable du laboratoire stress-oxydant et détoxication et en mesurant les effets, par exemple, du d'azote sur le tract intestinal, c'est en racontant des histoires comme celle de la rivière cachée ou de l'usine. Et je m'arrête. Merci Jérôme. Est-ce qu'il y a une question de compréhension qu'on passe à une discussion Non. Alors, pour relancer les questions, est-ce que Jérôme, tu as une question à poser à Alice? Oui, il a une question à poser. Ouais, moi, j'ai bien aimé quand tu parles. À un moment, tu as dit ce qui compte. Et ce qui compte, ça s'écrit COMPTE, et donc on a parlé beaucoup de plans quantitatifs, et de façon d'objectiver, par exemple, etc. Et moi, je l'entendais plutôt par ce qui compte, COMTE, c'est-à-dire ce qui raconte, et la façon finalement dont c'est. On avance pour le topic de tout à l'heure. J'ai demandé ce qu'il a bien, mais j'avais pas compris qu'elle a dit que c'était en visio. Elle avait pas... Pardon. Et la façon dans l'espace public, politique, le récit, parce qu'on peut parler aussi administrative, technique, comptable, du rapport à l'azote. Est-ce qu'il y a des histoires, tu vois, même tu as parlé de la BD de Nestero, ça reste un récit, mais c'est un récit axé justement sur ce trop-plein, sur cet excès. Est-ce qu'il y a d'autres récits qui viennent raconter d'autres formes de relations à l'azote et qui viendraient nourrir justement un commun qui permettrait de rassembler autour des personnes qui n'ont pas nécessairement le même récit, mais qui pourraient raconter une histoire ensemble.
Oui, c'est une question très intéressante. J'ai pas de réponse évidente à ça. C'est le sujet même de qui construit le récit, depuis quelle positionnalité, est très prégnant depuis qu'Inès Léraud a fait paraître cette bande dessinée. Pourquoi? Parce que Inès a fait beaucoup d'interventions publiques dans lesquelles elle disait en gros, chose qui est un peu classique chez les journalistes, mais en gros, localement, les gens sont tellement dans des conflits de loyauté, ils sont tenus par tous les bords qu'ils ne peuvent pas raconter leur propre histoire. Donc elle l'appliquait au cas des journalistes locaux dont elle disait, elle reprend une citation de Daniel Marmet, je crois, qui disait les journalistes locaux, ils savent, mais ils ne peuvent pas dire. Donc il faut des paroles extérieures pour pouvoir dire, même si finalement ils en savent moins et que dans leur récit, on peut toujours trouver des imperfections, des raccourcis, des angles un petit peu trop brutaux. Et elle défend beaucoup cette position-là. Je pense qu'effectivement, euh, il fallait à ce moment-là une certaine forme d'extériorité pour s'atteler à ça de façon aussi complète qu'elle a pu tenter de le faire. Néanmoins, là où c'est très discuté localement, c'est qu'en fait, tous ces récits-là, tous les briques de ces récits étaient déjà préconstruites et elle a plutôt fait un travail d'assemblage entre des récits militants, des récits militants du coup du côté des associations environnementalistes, des récits militants plutôt de militants de l'agriculture alternative, à la CONF, dans toutes ces organisations minoritaires, récits syndicaux aussi. Euh, et, et, et donc en fait il y a une relation un petit peu compliquée quoi, à cette notoriété acquise, cette capacité qu'a eu ce récit d'Inès Léraud à exploser les frontières et à être lu par un nombre très très important de gens, alors que en fait, jusqu'à présent, il y avait déjà des bribes de ce récit qui circulaient localement, mais qui peinaient à sortir d'une forme de confinement et de segmentation sociale et politique. Donc oui, il y en a d'autres pour répondre à ta question, y compris et peut-être davantage aujourd'hui grâce au travail d'Inès Léraud qu'avant, des récits qui sont plutôt des récits qui mobilisent la fiction, l'exploration de la subjectivité, l'intertextualité, comme celui que tu as pu présenter, que j'ai trouvé super intéressant. Il y en a, donc des récits qu'on pourrait qualifier de créatifs, de libres. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui que ce récit, ce premier récit documentaire a pu être réalisé avec tout ce qu'on peut dire à son sujet, quoi. Il n'est pas parfait, mais en tout cas, il a eu cette fonction localement qui fait que notamment, et ça c'est quelque chose de très très fort ici, le monde culturel, le monde artistique s'est saisi de ces sujets, ce qu'il faisait très très peu avant. Avant, les créations, les œuvres de création étaient plutôt de l'ordre de la BD satirique, de l'illustration, des choses comme ça, mais très très peu sur les registres très très variés sur lesquels ça se déploie aujourd'hui. Et je pense notamment à des concerts rock, des œuvres de photographes, à des créations plastiques extrêmement originales. Donc voilà, on a une forme de libération, non seulement de la parole, mais aussi des formes d'écriture qui est tout à fait fascinante aujourd'hui, je trouve. Après, c'est des récits, et ça rejoint un petit peu la remarque et la question qui a suivi de la part de Marine, c'est que c'est des récits de la toxicité, principalement. Ce qui les rassemble, c'est beaucoup, beaucoup ça. C'est des récits de la toxicité du monde, c'est des récits avec une forte composante apocalyptique. Euh, et, euh, et du coup, moi, ça m'interroge honnêtement. Je comprends qu'il faut penser à partir des ruines, mais parfois, je me dis que derrière, il y a quand même beaucoup de choses de l'épaisseur humaine et de la diversité des fonctionnements et des métabolismes, justement, qui tentent un peu à disparaître. C'est voilà, c'est des questions que je me pose aujourd'hui, c'est sûr. Pour être symétrique, alors il nous reste officiellement 5 minutes, on a commencé un quart d'heure en retard. Est-ce que ça vous va si on prend encore 10 minutes pour que
on fasse le jeu inverse et puis qu'il y ait quelques questions, enfin, au point de vue qui puisse être exprimé un peu. Ça te va, Alix, aussi? Super. Donc, Alix, est-ce que toi, tu as une question à poser à Jérôme? Peut-être pas. J'en ai plein parce que pour moi, c'est un petit peu une découverte que ce que nous a présenté Jérôme. Et en fait, en travaillant sur l'azote, j'avais un étonnement et j'ai l'impression en t'écoutant, Jérôme, que tu le partages, qui était que, au fond, cette limite planétaire, si on reprend le cadre proposé par le Stockholm Resilience Center, par Stephen, par Rockström, etc., cette limite planétaire azote-phosphore, qui était explosée depuis belle lurette et puis alors explosée proprement, quoi. Il y avait très très peu de réactions à cela. Et au fond, moi, je me suis interrogée plutôt du point de vue des sciences sociales sur comment ça se fait qu'il y a cette forme d'impensé alors que d'autres questions ont accédé à une problématisation comme la crise de la biodiversité. Je dis bien évidemment, c'est pas pour dire que c'est pris en charge, mais c'est juste pour dire qu'au moins il y avait une problématisation publique très active, biodive et carbone, oui, mais perturbation à grande échelle des cycles biogéochimiques, de l'azote et du phosphore. Moi, il fallait que je fouille longtemps quand même pour trouver des choses. Donc, je trouve ça intéressant que tu proposes cette notion de nitrocène. Je trouve ça sans doute très fécond. Et je voulais savoir si tu rencontrais de l'interlocution là-dessus, quoi. À part à Okapi. En parallèle, pour rajouter par rapport à ça, moi, ce qui m'a aussi surpris, c'est que ça fait des années finalement qu'il y a deux champs scientifiques qui sont très disjoints. Donc celui de la biologie de l'azote, et celui de l'écologie de l'azote, et qui finalement discutent très peu entre eux. C'est assez étonnant parce que normalement, c'est exactement la même chose. C'est un peu ce que j'essaie de dire en fait. Et c'est la même chose quand on regarde à une échelle encore plus macro au niveau de la planète. Hein, pour rappel, quand même, l'article dans Prévus de Lovelock et Margulis sur l'hypothèse Gaïa s'appuie aussi sur les transformations de l'azote, c'est-à-dire qu'ils suivent la présence d'ammoniac, voilà, pour considérer la planète comme un être vivant. Donc il y a une espèce de continuité, de manière, de biologie, de sciences du vivant, qui part de la cellule jusqu'à la frontière, et qui finalement utilise, enfin, part un peu de la même chose, mais à des échelles un petit peu différentes, toutes proportions gardées. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes ontologies, bien sûr, mais il y a quand même des passerelles intéressantes. Et la raison pour laquelle ça ne percole pas, c'est que les champs sont complètement séparés. Donc, pour des raisons, je pense, historiques, sociales, scientifiques, on a une fragmentation des savoirs, une fragmentation des sciences, une fragmentation aussi de la sociologie de ces différents champs disciplinaires, qui fait qu'ils ne se parlent pas. Et le radar, l'azote est effectivement complètement sous les radars. En dehors peut-être d'une communauté active autour de cette question de l'usage, de la circularité de l'azote, ancrée aussi dans les problématiques territoriales. Et si vous allez discuter dans vos cercles familiaux, etc., l'azote, ça ne parle à personne. Alors que c'est vraiment, pour moi, le marqueur de l'anthropocène, c'est ce terme de classification. C'est le marqueur d'abord d'une innovation technologique, chimique, vous pensez effectivement féconde, magique, dans une hubris du progrès, de la croissance, de la technologie, etc. Et puis surtout, elle est pervasive parce qu'elle va infiltrer l'ensemble beaucoup plus que le carbone, qui est un gars finalement gentil au final par rapport à l'azote, beaucoup plus que le carbone va infiltrer l'ensemble de nos activités humaines et nos corps. Alors, on n'est pas intoxiqué par trop de CO2. Par contre, il n'y a pas de carbodélie. On est intoxiqué par trop d'azote. Et pas simplement intoxiqué, je rebondir sur ce que tu as dit, le risque,
toxicité est un récit qui enferme, peut-être de la même façon que la notion d'algue verte fait écran, la notion de toxicité fait aussi écran, une compréhension de ce qui se passe. Hein. Comme s'il y avait les gentils et les méchants, il suffisait de neutraliser les méchants et on va tout tirer pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors, ça ne marche pas comme ça, parce que justement l'azote, métanan fait le même azote que à la fois gentil et méchant en fonction du milieu, de l'histoire dans laquelle on le trouve. Donc, du coup, l'azote non seulement marque finalement l'échec de notre société moderne, mais il impose d'autres façons de penser et de faire récit. Parce que dans sa biologie, dans sa chimie, il ne se plie pas à nos discours et à nos récits modernes. Et c'est ça, en fait, plus précisément, qu'il vient nous rappeler. C'est pas tant qu'il y a trop d'azote, c'est qu'on ne sait pas raconter l'azote. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole pour poser une question? Alors, est-ce que là, tu m'entends, Alex? Ouais, super. Je vais passer le micro. Bonjour, merci pour ces témoignages et récits super motivants. Je travaille, donc Sophie Cambon-Gros, je fais de la pédagogie sur l'écosystème complexe qu'est le sol. Et tout ce que vous avez dit, c'est vraiment en résonance parce que le sol, comme les flux d'azote, sont des univers invisibilisés dans nos discours. Le sol, c'est comme un énorme digesteur. On peut tout à fait le comparer. Il a plus de biodiversité que l'ensemble de la partie aérienne. Donc, quand on parle de biodiversité, presque de biodiversité, le sol est quasiment pas mentionné. Donc, c'est un gros digesteur comme l'intestin. Et l'intestin, c'est la partie pas noble de nos entrailles. C'est invisibilisé. Les gens ne veulent pas en entendre parler. L'azote, pipi, bon, c'est vraiment le thème au capi, hein, c'est difficile d'en parler. La deuxième chose, donc là, dans tout ce qui a été dit, notamment dans le conte sur, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, donc voilà, on parle de rivière et on parle donc encore de la partie émergée, mais pas trop de sol. Donc voilà, c'est une interrogation là-dessus. L'autre chose, c'est sur les récits qui font part de la toxicité, du catastrophisme, etc. Quand j'anime des fresques du sol, je ressens parmi les participants, quand on passe à l'action, ils disent « Ah, ça fait du bien ». Nous, j'avais une étudiante, Sciences Po, avec une composante environnementale, elle disait « On nous annonce tellement de catastrophes qu'on n'a vraiment plus envie d'agir, on s'en fout ». Mais avec le passage à l'action et des actions positives et des récits positifs sur le fait que tous, individuellement, collectivement, on peut passer à l'action assez facilement à travers le sol. Ça redonne envie d'agir et ça permet de construire des récits très intéressants. Et la dernière chose, c'est sur les récits que permettent de construire les artistes qui étaient sensibles à la façon dont vous avez dit que les artistes prennent en main ces sujets de l'invisibilisation de certains milieux, que ce soit nos entrailles comme du sol, comme de l'eau, comme du flux d'azote. Et ils ont une créativité incroyable qui peut permettre, par la beauté, parce qu'il y a beaucoup de beauté, même dans notre intestin, même dans le sol, les colomboles, n'importe où, il y a beaucoup de beauté. Et ils peuvent revisibiliser cette beauté, ces échanges magnifiques du vivant, ces interactions du vivant, et nous proposer des récits qui nous motivent pour sortir de cette ambiance plutôt pas très sympathique pour agir. Donc, merci beaucoup pour tous ces révélateurs passionnants. Et il y a un programme de recherche européen qui s'appelle Solscape, qui est conduit par l'Association française pour l'étude des sols, qui permet de faire travailler les artistes sur la visibilisation du sol. Merci. Peut-être on peut prendre une autre prise de parole directement. Bonjour, merci beaucoup pour le voyage que vous avez fait faire. Moi, je me posais la question, comme c'était tellement, ça partait pour moi dans des
tous les sens, en fait. Si dans vos travaux, il y avait la prise en compte du don motien, le don motien, à savoir la valse à 4 temps du demander, donner, recevoir, rendre, et si éventuellement ça pouvait être aussi une voie à explorer pour comprendre, en fait, pour comprendre d'autres récits et formuler d'autres récits et mieux comprendre aussi la circulation des flux, à la fois entre nous et ces milieux. Alors, je ne sais pas, en tant qu'anthropologue, si vous connaissez bien Marcel Morse, mais Marcel Oui, ce que je comprends, c'est que ça renvoie au don contre don, Marcel Mauss. Donc, ce serait comme une grille de lecture pour aller vers d'autres récits. Vous voulez réagir maintenant? Sur les sols, je suis tout à fait d'accord, je suis plus que d'accord. Mais... D'ailleurs, l'Observatoire de l'azote, dont nous sommes Marie et moi les cofondateurs, qui est une espèce d'extension aussi peut-être de Okapi, enfin, qui s'est rencontré avec Okapi, va organiser à la Cité des Sciences, avec la Cité des Sciences, la journée des sols le 29 et 30 novembre. Et donc, on va faire une espèce de ville de l'azote, où nécessairement on va parler justement du sol. Mais pourquoi on n'en parle pas, c'est la question de la place peut-être de la vision, de la place trop hégémonique de la vision dans les savoirs, les sciences, qui a exclu d'autres types de sens comme médiation par rapport à l'objet de nos études. Et donc, on cherche ce qu'on voit. On cherche ce qu'on voit, et ce qu'on ne voit pas, ben, on ne cherche pas. Et donc, c'est sûr que les sols sont mal partis dès le départ par rapport à la rivière qu'on voit très bien. Et voilà. Donc, ça, c'est un des aspects. Et juste donc, suite par rapport au récit, ce qui me semble important, c'est que pour moi, le récit, c'est pas juste le discours, c'est pas juste un enchaînement de mots, en fait, c'est une expérience. Et donc, l'expérience, même si elle n'est pas formalisée dans un discours, etc., est déjà en soi un récit. Elle laisse une trace que les autres peuvent suivre, reprendre, voilà, et continuer, prolonger. Et donc, dans ce contexte-là, oui, c'est sûr qu'il y a intérêt à peut-être valoriser davantage les expériences que les discours. Alice, si tu veux peut-être faire un retour à propos du don contre don, enfin, est-ce que ça t'inspire quelque chose? C'est pas obligé. Hein. Non, non, mais merci beaucoup pour vos prises de parole parce que c'est toujours sympa, quoi, notamment quand on est loin comme moi là. Et ça apporte beaucoup. Bah, non, peut-être simplement dire que cette question de la réciprocité ou de la reconnaissance, on va dire, d'une interlocution plus qu'humaine qui oblige, elle est au cœur des questionnements, évidemment, des personnes aujourd'hui qui se confrontent à ces sujets-là. Ils ne la formulent pas tous de la même manière. La question, c'est finalement une question qui est assez chère à Isabelle Stenger. C'est comment on construit finalement une relation politique et on reconnaît on instaure une relation politique au sens le plus noble et fondamental du terme, avec des entités qui par ailleurs ne sont pas représentées ou dont la représentation est débattue. Et moi, de ce point de vue-là, effectivement, Mauss, c'est un peu la brique avec laquelle on pense ces choses-là aujourd'hui, où on traque un petit peu justement les signes de l'instauration de ces sentiments de dette et de contrepartie. Mais ça existe évidemment, y compris de façon peut-être un peu moins explicitée, mais dans des espaces où fondamentalement la négociation s'opère plutôt avec des entités réduites, des entités techniquement construites, davantage qu'avec des éléments plus fondamentaux. C'est peut-être là que je situerais la distinction dans les différents espaces que j'observe. Ouais.
nos ruines, de quoi hier serait fait. Et je me dis, ben, c'est vrai que, en tout cas, moi, j'ai pas eu, je ne sais pas si c'est un manque de présence ou ce que ma propre sphère mentale n'a pas retenu des aspects qui parlaient de ces questions d'assainissement. Les deux sont des récits futuristes dans lesquels on décrit depuis un futur comment ça a évolué les choses depuis notre époque, mais pas cet angle-là. Et donc, ça me fait penser en question un peu de. Bon, mine de rien, je suis un peu conditionnée, parce que mardi dernier, c'était les rencontres d'alimentation durable à la système universitaire, avec un peu d'autres, la Fondation Carasso, principalement. Et il y avait un autre atelier sensible, dans lesquels c'était, à partir des photographies, on est parti de nos graines de betterave et c'est passé sur tout ce qui était l'évolution des systèmes sociotechniques et comment ça a impacté nos paysages. Donc, ce qu'on voit, en quoi le paysage d'aujourd'hui il porte la trace à leur peau, dans le sol, une partie plus végétale des évolutions techniques pour la culture de cette plante. Et du coup, je me suis dit, comment on a, hier, ça a été apparu la question de comment, éventuellement, il y aurait quelque chose de sensible comme ça qui nous ferait une projection positive de qu'est-ce qui nous amènerait à mieux, vers quoi est-ce qu'évolueraient nos paysages, nos parties visibles, ces aspects qui nous sont sensibles au quotidien, dans une autre gestion de la vie. Parce que déjà, ça m'a ramené à mon propre condition d'allophone. Je suis de langue maternelle espagnole, même si ça fait 20 ans que je suis en France. Quand j'ai mis les pieds dans une hamac et que je n'imaginais pas à quoi ça allait m'amener, on me parlait d'azote et je ne comprenais rien. Parce qu'en fait, j'ai fini par comprendre que c'était du nitrogène. Et moi, dans les cours de classe, on avait parlé des éléments, c'était le nitrogène, le mot azote. Et encore, j'entendais nitrate, ça se ressemble à nitrate en espagnol, mais azote, ça n'existe pas. Donc, et c'est là la question de distance psychologique. Comment je peux me sentir concernée par un truc dont je ne comprends même pas ce que c'est, qui n'est pas visible, qui est une molécule. Et encore, si, quand je parle d'alimentation, on me parle de contenu en protéines, en sucre, en machin comme ça, on peut à peu près se le figurer, parce que ça rentre un peu dans la zone habitable mentalement pour le citoyen. Mais voilà, comment dans ces récits, peut-être on amène un degré de profondeur dans lequel on se sent concerné parce qu'il n'est pas visible. Merci. Des derniers retours, et puis ouais, très vite. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de politique. Et ce qui me semble, pour répondre à ce que tu disais, c'est que, enfin, mon interprétation de ça, c'est qu'il y a eu une libéralisation du champ de la connaissance. Maintenant, qui est en plus favorisée par une espèce de mise en forme et mise en scène de la pénurie, de façon à pouvoir organiser une forme de compétition, de coopétition entre les différents acteurs du champ de la connaissance. Et donc, cette rivalité fait qu'il va y avoir un vainqueur et vaincu. Et cette rivalité, elle est utilisée aussi comme un biais d'emprise du monde politique sur le champ scientifique pour favoriser les discours qui l'arrangent le mieux. Alors, l'emprise, elle n'est pas nouvelle, elle est même consubstantielle à la science. Mais effectivement, depuis une quarantaine d'années, si je pourrais dire, il y a presque une stratégie finalement de production de discours scientifiques qui vont permettre de maintenir ou de préserver ou de servir des intérêts qui sont des intérêts politiques, économiques, etc. Et donc, dans ce contexte-là, c'est peut-être les gens de l'azote comme vous n'avez pas le bon réseau, quoi. Enfin, vous n'êtes pas assez politisé ou vous êtes trop dans les marges et donc vous ne servez pas suffisamment peut-être un discours politique pour que vos savoirs soient du coup publicisés davantage. Et le deuxième point, c'est la question de l'assainissement. J'ai un problème avec ce mot, parce que ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui est sain. Et moi, je ne sais pas ce que c'est. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est comme pour le mot homéostasie ou équilibre, c'est comme s'il y avait un état qui était le bon, et auquel il faudrait essayer de revenir.
ou de préserver, ou de maintenir. Et ça, ça me semble non seulement illusoire, mais la marque d'un problème aussi de relation au monde. Comme si on pouvait vivre dans un espace qui était, comment dire, idéalisé et pétrifié dans ce qu'il avait de meilleur par rapport à notre nostalgie ou nos rêves. À l'inverse, l'azote, il amène avec lui le concept de catastrophe. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est potentiellement apprendre à vivre dans la catastrophe et à l'accompagner. La catastrophe étant quelque chose qui est consubstantiel à la vie, c'est-à-dire qu'il y a des morts, il y a des transformations, il y a des évolutions, et il y a des deuils. Et à chaque fois, il y a des reconfigurations d'un tissu, de relations, de flux, etc. Et ce qu'il faut arriver à voir, pareil dans la relation à l'azote, c'est l'ensemble des transformations et comment on accompagne ces transformations, comment on s'intègre dans ces transformations, comment on est nous-mêmes transformés. Et donc, ça ne veut pas dire, c'est l'inverse d'assainir, en fait. C'est plutôt apprendre à habiter un monde qui est en permanence dans une catastrophe. Merci Jérôme. Alix, on te laisse le mot de la fin? Non? Enfin, ou juste, on se dit. Bon, bah, on va dire merci, merci à tout le monde. Et désolé pour ce ne tient pas. Et merci à tous les deux, surtout Alix et Jérôme, d'avoir partagé vos histoires. À très bientôt, Alix. Merci infiniment à toutes et tous. Bon, bah, voilà, on a encore un bon quart d'heure de pause avant les ateliers suivants. Donc, si vous voulez continuer sur ce même thème avec la nuit standard, on a le dit de l'azote qui sera près de la ruche, pour une quinzaine de personnes. Et voilà, les autres ateliers, vous avez des titres qui sont dans le hall. Merci à tous.